Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Comment le voyez-vous, notre saison 3? Parce que nous sommes déjà rendus à notre saison 3 d'IA Café. Content de vous retrouver. Troisième saison, épisode 42, l'épisode de la réponse ultime. Certains comprendront. Donc, pas la réponse ultime, mais toujours à fond dans notre enquête sur l'intelligence artificielle, toujours intensément engagé dans notre exploration des enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Donc, content de vous savoir de retour. Vous nous avez évidemment manqué. Merci de nous accompagner toujours. On vous réserve plusieurs surprises, plusieurs excellents épisodes cette année. Plusieurs entrevues d'abord avec, vous le savez, les principaux acteurs de l'intelligence artificielle dans la francophonie. Ça fait partie de langue qu'on a choisi pour IA Café. Donc, cibler la francophonie. C'est notre formule. Donc, donner la parole aux experts, aux expertes de la recherche sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, humains de l'intelligence artificielle. Donc, toujours passionnant de discuter de recherche et bien hâte de vous présenter quelques-uns de ces actrices, quelques-uns de ces acteurs et actrices. Aussi, cette année, on a prévu plusieurs choses, plusieurs de nos réflexions, évidemment, analyses savantes, humbles, évidemment, avec les membres de notre équipe. Et évidemment, plusieurs de vos collaborateurs préférés seront de retour et nommons-les. Les collaborateurs depuis les tout débuts. Je pense à Eve Gaumont, notre juriste en résidence, qui nous parle des enjeux juridiques, de l'intelligence artificielle et de la technologie en général. David Beauchemin sera là de retour, informaticien, actuaire, nous rappeler le concret, les enjeux plus techniques et informatiques, je dirais, de l'intelligence artificielle. Frédéric Plamondon, toujours là, expert en ressources humaines, toujours là, explorer l'intelligence artificielle, mais de l'œil, de l'impact de l'IA dans le monde du travail. Sont là depuis le début de notre aventure, puis vous avez été témoins de nos tentatives, nos humbles tentatives, authentiques, en tout cas, c'est comme ça qu'on le souhaite, de nous faire une tête sur l'intelligence artificielle. Je réécoutais nos premiers épisodes, c'était loin d'être aussi convaincant, je dirais. En tout cas, moi, je pense à ce que je disais. Écoutez, au début, on commençait notre point de départ, c'était d'en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle. Donc, ça prenait un peu d'humilité, justement, pour sauter dans le bain sans trop. Les enjeux éthiques, je les connaissais, là, liés aux technologies, mais les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, on était bien loin de tout cela. Eve Gaumont est là aujourd'hui, donc elle est là pour entamer notre troisième saison, c'est plus le cas avec notre podcast. Comment ça va, Eve? Ça va bien, merci beaucoup. Heureuse d'être de retour cette année encore, avec un peu plus de temps, je l'espère, à consacrer à ce merveilleux projet. Yes, oui, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on tente de trouver du temps, puis c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a enrichi l'équipe encore une fois là, cette année d'un nouveau membre. Je vous le présenterai un peu plus tard. Comment vois-tu ta collaboration, Eve, cette année? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce podcast? Bonne question, bon, c'est ça. C'est toujours dur de prévoir. La vie nous réserve toutes sortes de surprises chaque année, mais cette année, moi, l'ambition que j'ai en général, pas simplement pour le podcast, mais dans la vie en général, c'est de m'inscrire à l'intersection entre la conversation avec le grand public et le milieu de la recherche. Mhm. Puis je vois le podcast comme l'un des moyens de le faire. C'est-à-dire, je pense que le podcast, ici, on l'a toujours dit, c'est pas nécessairement un podcast de vulgarisation, c'est plus un lieu où on brasse des idées entre personnes qui sont peut-être impliquées plutôt dans le milieu de la recherche. Mhm. Donc, ça va être un lieu un peu pour moi de brasser des idées, justement, de s'inspirer pour peut-être après ça remettre des idées plutôt vers le grand public, de vulgariser des choses un petit peu. Donc, je suis enthousiaste de me présenter aussi souvent que possible pour venir m'inspirer dans ces conversations avec tout plein d'acteurs interdisciplinaires. Bien hâte de te voir de nouveau
au micro, de t'entendre plutôt de nouveau au micro. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent davantage cette saison? Qu'est-ce que tu aimerais aborder? Y a-t-il des thèmes qu'on n'a pas encore abordés que tu aimerais aborder ou des thèmes sur lesquels là, tu voudrais revenir? Bien évidemment, on a quand même on est à quoi, 42 épisodes? On commence à en avoir un 42, bon nombre. oui, ça commence à avoir de On l'allure. commence à avoir un bon bagage derrière nous. Donc, je pense qu'on a touché à plusieurs des sujets, la majorité des sujets. Donc, maintenant, c'est peut-être d'y retourner, de s'y réintéresser. Moi, c'est certain que mes sujets de prédilection depuis les dernières années ont toujours été un peu secteur de la justice, démocratie, expression en ligne. Mhm. J'envisage d'ouvrir un petit peu plus largement. Donc, ce matin, j'étais dans une réunion super intéressante sur l'IA dans le domaine des arts, dans le domaine de la santé aussi. Ce sont des choses qui m'intéressent, mais Sur les arts et la santé? Ah oui? non, les arts, point, respiration, la santé, deux sujets différents. OK. Donc, comment l'IA s'applique dans divers secteurs? Les arts, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer définitivement Oui, avec tout ce qui vraiment. se développe en ce moment en matière de génération d'images et compagnie. Oui. Il y avait aussi ce matin, je voyais un deepfake de Justin Trudeau. Donc, on commence à voir que la génération d'images Ça devient vidéo troublant, hein? devient de plus en plus prévalente. Mhm. Donc, ce sont des questions qui m'intéressent. Puis, il y a aussi une réflexion peut-être un peu plus macro que j'aimerais faire, non pas seulement sur comment l'IA s'applique dans les secteurs, mais comment on peut travailler. Je pense qu'il y a des constats généraux qui peuvent s'appliquer dans tous les secteurs puis qui risquent de commencer à être intéressants à faire émerger, là, comment l'interdisciplinarité fonctionne, quels sont les enjeux définitionnels qui posent toujours problème, quelles sont les raisons qui font en sorte qu'on ne comprend jamais très bien. Donc, toute cette réflexion-là un peu m'intéresse pour la prochaine année. Bien hâte de t'entendre là-dessus. C'est vrai qu'on va pouvoir revenir sur certains sujets. Il y a d'autres sujets que nous allons explorer. L'art, c'est sûr, l'art et l'intelligence artificielle, ça viendra. J'ai déjà Valentine Godard qui va être avec nous bientôt pour en débattre. L'environnement, c'est un thème moi, que j'aimerais bien aborder éventuellement, qui n'a jamais été très abordé, en tout cas, on n'a pas le temps de l'approfondir. Je pense que ça vaut la peine de commencer à monter un bon dossier là-dessus. Donc, troisième saison d'IA Café seront également de retour. Ben, il y en a des collaborateurs, mais de nouveaux collaborateurs. Vous les connaissez maintenant, on fait leur apparition dans la saison 2 d'IA Café, des personnages récurrents. Si c'était une bonne série de télévision, là, ce serait le cas. Shirley Plumeran, donc, sera de retour avec nous pour poursuivre ses réflexions là, sur les enjeux éthiques, juridiques des véhicules autonomes. Comment appeler à conduite déléguée. C'est ce qu'elle disait. Je trouvais l'expression très intéressante. Sylvain Munger sera là de retour aussi. C'est notre regard aiguisé du sociologue prêt à tisser des liens avec tout, avec la société, la science-fiction. Donc, deux collaborateurs avec qui j'ai développé, c'est le cas avec tous mes collaborateurs, une collégialité, mais une amitié sincère. Là, ça fait du bien parce que ça aussi, vous avez été témoin de ça. Là, au début, on se connaissait peu finalement. Puis à la fin, ben, il y a une amitié qui peut naître de cette collégialité et cette passion commune. Une enquête sur l'intelligence artificielle et la création au passage, et vous en avez été témoin, d'une véritable collégialité, interdisciplinarité, amitié, voire entre ces acteurs et chercheurs de l'IA. J'ai beaucoup de plaisir à fréquenter tout ce beau monde. Et parlant de beau monde, Sylvain Munger est avec nous aujourd'hui pour entamer cette troisième saison et sa deuxième saison avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ça va bien? Ah, ça va aller. Oui, ça va bien. Ça va aller, je voulais dire. Puis toi, comment tu vois, t'as entendu ce que Kev nous racontait? Toi, comment vois-tu ta collaboration cette année au podcast? Je dirais que je vois ça comme une joyeuse continuation de l'année dernière, en Ben fait. oui. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu... C'est l'occasion, en fait, pour moi, là, ce podcast-là, d'aborder des sujets. C'est des thèmes, c'est des thématiques oui, peuvent m'interpeller, mais en fait, c'est de on pourrait dire, les attaquer sous un angle
je pourrais dire, inédit Ouais. comme tel. Ça me permet de côtoyer en même temps des spécialistes dans des champs qui sont complètement différents des miens. Ève, tout à l'heure, est un bon exemple. C'est-à-dire la question de la justice, la question du droit, de la législation, de l'encadrement législatif. Ça, c'est des sujets des angles pour qui j'ai un peu moins pour lesquels j'ai un peu moins de compétences. Donc, ça, sur ce plan-là, c'est intéressant. Puis, de mon côté à moi, ben, je vais continuer d'apporter un peu ma couleur, c'est-à-dire, je dirais, apporter une certaine contextualisation historique, aussi sur la question de la philosophie de la technique aussi, là, comment on peut réfléchir l'IA à l'aide des outils de la sociologie et de la philosophie de la technique comme telle. Pour ce qui est des sujets à élaborer pour la prochaine année, ben, on en a discuté un petit peu Ben oui, c'est pendant quoi les l'été. sujets que tu veux explorer, toi? Moi, ce qui m'intéresserait, pour lesquels on n'a pas encore eu d'épisode là-dessus, ce serait peut-être la question de la désinformation. Ça, je pense que c'est un enjeu qui est fondamental Comment actuellement. l'IA intervient dans la désinformation Exactement, puis exactement. l'intox? C'est quoi la mécanique de désinformation qui peut être accélérée? Je dirais, j'aime bien le concept d'accélération algorithmique. Intensification aussi. Exactement. C'est-à-dire, vous allez par exemple, sur un média social, et puis c'est la question des chambres d'écho, la boucle de rétroaction qui va renforcer les biais ou les opinions ou les faussetés Oui. que vous allez liker, que vous allez aimer. Donc, ça, je trouve que c'est une question qui est fondamentale parce que lorsqu'il y a eu la pandémie, et même avant ça, lorsqu'il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y avait certains observateurs qui disaient ben, le fait justement que quelqu'un comme Donald Trump soit élu, ça va calmer un petit peu le débat politique. C'est-à-dire ça donne un véhicule, un moyen d'expression, une certaine couche, ça pourrait dire certaines couches sociales de la société. Qui analyse la colère. Exactement, qui peuvent s'exprimer par des voies démocratiques et par les institutions. Et puis, on constate que c'est pas tout à fait ça le résultat. Ça l'a amplifié, ça l'a pas ralenti. Et puis, je pense qu'avec la pandémie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, là maintenant, parce que moi, je suis je dirais un observateur un peu amateur de la complosphère, comme tel, on pourrait l'appeler. Oui, il y a ça. Et je regarde, je trouve ça intéressant parce que maintenant, les gens qui se sont fait connaître pendant la pandémie en propageant de la désinformation, soit sur les vaccins, soit sur la pandémie comme telle, maintenant se recyclent ils font des radios, en fait, des podcasts ensemble pour continuer. Et là, ils cherchent des nouveaux chevaux de bataille. Exactement. Ils vont se perpétuer avec des nouveaux sujets. Par exemple, là, les élections québécoises, c'est un bon exemple. Donc, ça, je pense que c'est un enjeu qui est fondamental. Et puis d'ailleurs, je me souviens que récemment, pendant l'été, j'ai vu un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez regardé, là, qui avait passé à Radio-Canada là, sur Mathieu Dugal qui faisait son expérimentation pour créer un double numérique de lui-même. Non, je ne l'ai pas vu. C'était audio ou c'était à la télé? C'est à la télé. Télé. Oui. Je crois qu'on peut voir ça peut-être sur le site de Radio-Canada, là, sur Mathieu Dugal, là, sur le documentaire qu'il a fait. Là. Il rentre dans un processus. Il a fait affaire avec une compagnie là, qui s'appelle Move AI, je ne me trompe pas. Pour le digitaliser. Exactement, pour faire un dos numérique, puis apporter toutes ces données. Puis il fait ce processus-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il interviewe des gens là-dedans aussi. Et puis, entre autres, il y a Yoshua Bengio qui est là. Et puis, il a dit lui-même que ce qui le préoccupait, un des enjeux qui le préoccupait le plus, c'était justement cette question-là de la désinformation. Donc, je pense que ça, c'est un sujet que j'aimerais aborder comme tel. Peut-être un deuxième sujet, ce serait peut-être la question de la cybersécurité aussi, dont on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à maintenant. Donc, ce serait peut-être les deux sujets. Là. Puis la science-fiction, évidemment, mais ça, je sais que nous aurons une séance là-dessus, donc je vais me taire. Oui, on va plonger dans la science-fiction. Donc, ben oui, deux beaux sujets à explorer. C'est une promesse dans la prochaine année. Je ne sais pas quand, là, vous avez vu comme moi mon planning. D'ailleurs, je vais dire un peu mon planning à la fin de l'enregistrement, là, mais il y a déjà plusieurs sujets de bouquets, puis on va essayer d'intégrer tout ça. C'est sûr que ça fait partie des enjeux que j'aimerais aborder dans ce podcast, très, très certainement. 3e saison, donc presque 50 épisodes. 50 épisodes! C'est fou, là. Une 3e saison. D'ailleurs, pour cette 3e saison, je vous en avais parlé un peu. Un nouveau collaborateur s'invite. Il vient en renfort de David Beauchemin.
qui est, comme plusieurs, surchargé, parfois un peu trop profondément engagé dans ses apprentissages profonds, tiens, pour le jeu de mots, au doctorat. Donc, un nouveau collaborateur pour prendre le relais, laisser souffler David de temps en temps. Et il est avec nous aujourd'hui. Faisons les présentations d'usage. Donc, Maxime Heuillet, vous venez de l'entendre, se joint à l'équipe d'IA Café. Bonjour, Maxime. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, bonne rentrée. Yes. On attaque fort avec des nouveaux enregistrements et une nouvelle session qui commence. De nouveaux défis pour toi à ajouter à tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais justement en ce moment? Du coup, je vais commencer ma deuxième année au doctorat en informatique à l'Université Laval. Donc, on s'accélère petit à petit pour cette session. La proposition du projet de recherche, c'est une étape importante dans le programme au doctorat. Je vais préparer ce document avec ma directrice, professeure Audrey Durand. C'est vrai, c'est une étape fondatrice, là. C'est le moment où tu dis, bon, c'est ça que je vais faire au début. Dans un doctorat, c'est bon, je veux faire un doctorat. Maintenant, le document que tu déposes, c'est voilà ce que je vais faire pendant mon doctorat, ce que j'ai l'intention. C'est un document écrit, puis ensuite il y a une présentation, il faut le défendre avec un comité, donc ça demande beaucoup de travail. Oui. Sylvain, tu voulais poser une question tout de suite? Oui, si tu me permets. Vas-y. Oui, bonjour Maxime. En fait, moi, je vais profiter de l'occasion de ton introduction ici là, pour faire un peu un baptême. C'est-à-dire que moi, à la dernière année, j'ai interrogé à peu près une trentaine d'entrepreneurs de start-up en intelligence artificielle. Puis là, j'avais une série de questions que je leur posais. Évidemment, je ne veux pas te poser toutes les questions, mais j'ai vraiment envie de... Exactement. Mais c'est intéressant parce que les entrepreneurs sont souvent des anciens chercheurs ou même des chercheurs encore présents. Donc, j'ai envie de te demander simplement, parce que ça m'intéresse de savoir ça, mais c'est quoi qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence artificielle? En fait, pourquoi tu as choisi ce domaine-là? Pourquoi tu as choisi l'informatique et l'intelligence artificielle? C'est quoi qui t'intéresse là-dedans? Bonne question. Motive? Alors, en fait, c'est venu mon intérêt dans l'intelligence artificielle. Déjà, de façon au niveau personnel, j'ai fait des stages, j'ai fait des voyages au Japon et aux États-Unis. Puis, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans ce domaine et ça m'a tout de suite fasciné. Et au fil des discussions avec ces gens, je me suis rendu compte que la formation que je suivais, c'était une formation d'ingénieur en informatique et statistique. Elle pouvait m'amener en fait à ce domaine. Je le savais pas, puis j'ai réalisé et je me suis intéressé de plus en plus. J'ai fait des stages, des projets de recherche en informatique, en bioinformatique et petit à petit, j'ai construit mon profil comme ça. Tu as fait tes études où, hein, Maxime? J'ai fait mes études en France. J'ai fait 5 années universitaires en France avant d'arriver au Canada. Puis qu'est-ce qui t'amène au Canada? Tu étais à Montréal? Oui, alors ce qui m'a amené au Canada, d'abord, c'était un stage que j'avais fait à San Francisco, T'es en pas venu pour les Californie. grands espaces et la nature, là, Si, dis-moi. si, j'aime beaucoup Oh ça. non. Puis pendant ce stage, j'avais beaucoup aimé le monde universitaire nord-américain, qui est très différent du système Vraiment. universitaire des grandes écoles en France. J'avais beaucoup aimé ça. C'est quoi les différences que tu vois? Euh, Je ben, veux pas par t'interrompre, mais exemple, je trouve ça intéressant comme récit. Il y en a plusieurs qui oui, veulent oui. venir ici. Des fois, c'est ça, comprendre, ça parle français, là, donc je me mets à la place des Français. Ils arrivent, ça parle français, ça devrait être pareil, mais il y a des subtilités. Oui, vraiment, C'est quoi les très différences différent. que tu vois? En tout cas, moi, je connais beaucoup le système universitaire français. Par exemple, moi, j'ai suivi une classe préparatoire, puis j'ai intégré une grande école. La philosophie des grandes écoles, c'est un apprentissage scientifique, d'ingénierie, mais dans des promotions de taille réduite, avec typiquement les grandes écoles. Oui, il y a le mot grand dedans, mais au final, il n'y a pas énormément d'élèves. Et ça s'oppose à la tradition universitaire nord-américaine où justement on a des grands campus avec beaucoup d'étudiants. Par exemple, McGill a 40 000 étudiants, UDEM 40 000 étudiants. Donc, c'est une expérience totalement différente. Puis moi, je suis convaincu que l'expérience du grand campus comme ça permet notamment d'être plus productif en termes scientifiques. Donc, je préfère, ça me correspond plus. Et c'est pour ça que je suis revenu pour un stage à Montréal, puis ensuite mon doctorat, du coup. Trouves-tu que la relation entre les étudiants et les professeurs, c'est différent? Oui. La différence hiérarchique, comment tu l'aperçois?
Je parlerai pas plutôt de hiérarchie, mais je parlerai surtout de. Je trouve que, en tout cas, dans les expériences que j'ai vécues au Québec et au Canada, l'exposition à une culture scientifique était beaucoup plus importante que ce que j'ai pu voir dans mon programme en France. Après, c'est sûr, mon expérience, elle est biaisée parce que j'ai suivi un programme d'ingénieur en France, donc par définition, c'était pas un programme pour devenir chercheur. Mais bon, je pense qu'en ingénierie, c'est quand même fondamental d'avoir une exposition scientifique et je trouve qu'elle est plus importante au Canada et au Québec que ce que j'ai vu dans ma formation en France. Vraiment intéressant. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs comme toi qui sont de l'autre côté de la grande flaque puis qui se demandent ça pourrait peut-être être intéressant de traverser, faire une partie de mes études. Ben, on les invite vivement à venir nous voir, peut-être même jusqu'au Québec, à Québec, qui est sur le campus. Puis vous passerez me voir au bureau. On aura cette conversation-là. Merci Maxime. Puis comment toi, ta contribution au podcast, comme nous, on t'a déjà campé là, dans un rôle. Mais toi, c'est quoi, comment tu souhaites contribuer au Alors, podcast? moi, comment je vois ce podcast? Je le vois surtout, mon expérience au doctorat, j'ai une très bonne expérience de recherche, mais quand on est un étudiant en doctorat, on a tendance à être exposé à des spécialistes d'un domaine très précis. Moi, c'est l'apprentissage séquentiel, la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Et justement, ce podcast, premièrement, c'est l'opportunité pour moi de discuter avec des acteurs d'autres domaines, la sociologie, Le l'aspect droit. juridique, ouais, le droit, etc. Donc, je pense que ça va m'enrichir. Puis aussi, en tant qu'expert dans le domaine, en tant qu'étudiant en doctorat, on est exposé à des anecdotes très sympathiques, des exemples des dernières innovations de ce qui se passe dans la communauté. Puis, c'est un plaisir de pouvoir les partager à un public plus large et c'est comme ça que je vois ma collaboration. Oui, c'est intéressant. Puis je trouve ton ajout d'avoir quelqu'un qui a les deux pieds dedans, là, dans la programmation puis tout ça. C'est la Mhm. même chose avec David. Là, c'est enrichissant de discuter avec des experts, mais moi, je le vois aussi de notre côté. Moi, ce que ça me donne, c'est que tu sais, j'ai l'impression d'être avec des vrais problèmes, des vrais enjeux, des vraies anecdotes qui émergent du domaine et non pas comment on se conçoit, à quoi ça ressemble, ces applications-là. Là, on a accès au terrain, à la programmation, comment ça se passe là, à partir vous êtes souvent à la fine pointe de la technologie, puis partir de Mhm. là, c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes questions qu'on se pose quand on attend là, dans 3-4 ans, quand on aura tout compris et vulgarisé. Il y aura des questions éthiques intéressantes, mais les questions là, qui émergent de ceux et celles là, qui sont juste à la fine pointe sont encore plus pertinentes, puis des fois plus urgentes. Là, ça permet de résoudre des problèmes avant qu'ils n'émergent peut-être dans le grand public. Puis je trouve que c'est super enrichissant d'être à la fois à la pointe de la technologie, de l'innovation algorithmique et théorique, puis toujours se poser la question par le biais du podcast, par exemple, de à quel point cette innovation va avoir un impact sur la société. Puis ce dialogue est très enrichissant et permet de faire de la recherche d'impact. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Ben oui, tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a des thèmes, toi, que tu aimerais aborder, peut-être plus précisément, des sujets dans le Je pense podcast? que je vais bien m'entendre avec Sylvain il a manifesté un intérêt pour la cybersécurité. Puis moi, c'est vraiment mon domaine d'expertise dans ma thèse, pas la cybersécurité des systèmes informatiques, mais la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel je peux parler. Et de manière plus générale, j'ai vraiment un centre d'intérêt sur la création par l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que je pratique moi-même et qui m'intéresse beaucoup. Donc, on pourra discuter de ça à l'occasion. La création, tu veux dire la création artistique ou... Ouais, la création artistique, d'images, de visuels, de photos, de musique, de vidéos. Tout un Excellent. tas d'algorithmes qui émergent sur le marché petit à petit. Excellent. J'ai testé DALL-E justement récemment. Là. Tout le monde hoche de la tête, là, je vous vois. Moi aussi, j'ai reçu mon invitation, je l'ai testé. On en parlera peut-être un peu plus tard dans le podcast, là, mais il faut au moins que je vous raconte ce qui m'est arrivé. En tout cas, on l'a tout testé. Je vais vous raconter au moins la mienne. Donc, Maxime Heuillet, dernier ajout hein, dans notre équipe. Et quelle équipe! J'aurais jamais pensé être aussi bien entouré dans ce projet. C'est une idée, hein, c'est autour d'un... Je connaissais bien Frédéric,
Puis c'est autour d'une bière, autour d'un feu, on se parlait de ce qu'on faisait, puis on se disait, on pourrait se partir un podcast, puis parler d'IA. Les discussions qu'on a, on pourrait les pousser au micro, puis élargir, puis prendre le temps de faire des recherches, parler d'intelligence artificielle, avoir ce dialogue-là interdisciplinaire. Puis voilà. Et 3 ans plus tard, nous sommes toujours là. Et en plus, il y a nos auditeurs qui s'ajoutent à cette équipe. Donc, une petite communauté francophone ou francophile, AI, une communauté tissée serrée, pour reprendre une expression qu'on a utilisée l'année dernière. Donc, passionnés d'intelligence artificielle, suffisamment passionnés pour nous suivre depuis 3 ans. Donc, évidemment, on attire moins peut-être les foules qu'un podcast de soccer ou de série télé ou de meurtre à résoudre. Là. Écoute, on dirait qu'il y a juste de ça. Mais vous êtes là. Puis, c'est ça, nous avions ciblé la francophonie. Vous êtes au rendez-vous. La moitié de notre auditoire, d'ailleurs, est maintenant européenne, de l'autre côté de la flaque, je le disais un peu plus tôt. France, Belgique, il y a du monde, Algérie, Maroc ou ailleurs, Suisse, c'est là aussi. Donc, content de vous savoir là. Puis écrivez-nous, dites-nous que vous nous écoutez, puis dites-nous d'où vous nous écoutez. Je suis curieux de voir exactement les villes, qu'est-ce que vous faites. Merci de nous accompagner dans notre enquête sur les enjeux sociaux, éthiques en intelligence artificielle. Donc, si vous avez des idées, comme nos collaborateurs, si vous avez des idées de contenu, des idées d'invités aussi, n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager ça. Vous allez nous trouver sur les réseaux sociaux. On chiale des fois contre les réseaux sociaux, mais on est là aussi avec une certaine intensité. Je parle de moi et de quelques-uns de mes collaborateurs. Donc, début d'une 3e saison. Et ici, c'est au Québec, c'est la rentrée scolaire. Superbe campus de l'Université Laval. On parlait des universités américaines de l'Université Laval. Le plan du campus, là, c'est vraiment plaqué, je dirais, sur les gros campus américains. Et là, on se promène. Puis aujourd'hui, je voyais plein d'étudiants là, qui faisaient... C'est un beau moment à l'université, là, la rentrée. Surtout la rentrée comme ça d'automne. Tu as les nouveaux étudiants qui arrivent. C'est plein de promesses, c'est plein d'espoir. Puis, il y a les initiations. Donc, aujourd'hui, là, si vous vous promenez sur le campus, il y a des Aristote et Platon de pacotille ici, là, à la faculté de philo. Qu'est-ce que j'ai vu en marchant? Des déguisements de vaches, des super-héros. C'est un classique. Puis ça sent le hot dog et l'épluchette de blé d'Inde. C'est mon plus beau moment de l'année. Donc, plein d'enthousiasme. Et bien, nous aussi, nous avons des projets, des rêves, des passions. Et pour cet épisode, ce premier épisode de la saison 3, j'ai pensé explorer avec mes collaborateurs quelques projets, qu'est-ce qui les attend dans cette belle année pleine de promesses. Commençons par Ève. D'abord, toi, c'est quoi tes projets cet automne, Ève? Y a-t-il des événements, des colloques auxquels tu souhaites assister? Là? Qu'est-ce qui attire ton attention cet automne? Ouais, bon, commençons par les choses les plus prochaines. Effectivement, là, moi, je suis un peu dans l'organisation de deux petits événements. Un workshop sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit qui prend, pour exemple, le projet sur lequel on a travaillé avec David et Nicolas Garneau. Donc là, on sort le projet un petit peu, puis on le présente, on fait des panels où des acteurs, soit du milieu de la pratique, ou soit de d'autres projets de recherche viennent s'y intéresser, puis on peut sortir l'idée puis le challenger un petit peu plus. Là, rappelle-moi le projet en question, là, peut-être oui. pour les auditeurs qui n'étaient pas là au moment où tu l'as présenté. Résume-nous ça en quelques mots. À vrai dire, c'est l'utilisation de techniques de Natural Language Processing, puis plus précisément de génération de langue naturelle, pour rendre certains documents de nature judiciaire plus faciles à comprendre. Donc, le document en question, c'est le plumitif criminel québécois, qui est une forme de petit résumé d'une affaire criminelle. C'est-à-dire, on va avoir les points les plus importants, les principales présences à la cour, les verdicts, les plaidoyers, les identifications du juge et de l'accusé. Donc, c'est ça, mais pour l'instant, la manière dont c'est présenté, c'est excessivement difficile à comprendre. C'est beaucoup d'abréviations, beaucoup de...
de termes un peu cryptiques. Donc, ce Donc, qu'on c'est un fait, nous, résumé, mais qu'il y a juste ceux qui ont une formation, qui en ont déjà lu, qui peuvent vraiment tout comprendre ce qui se dit là-dedans. exactement, même quand tu dis ceux qui ont une formation, on a de la recherche qui démontre que les stagiaires et même les praticiens, les Ah avocats de oui? longue date, une phrase que je répète toujours parce qu'elle est quand même savoureuse, mais c'est un avocat qui dit It is nonsense. Like, Oh non. c'est un pur non-sens, il n'y a rien à comprendre pour le non-juriste. C'est compliqué pour les avocats, puis pour le non-juriste, c'est du pur non-sens. Là, c'est vraiment. À la base, c'était un outil qui était fait pour les greffiers. Donc, les greffiers se parlaient les uns aux autres avec leurs abréviations, puis ils se comprenaient bien. Mais ça a été un peu ressorti pour d'autres fins, d'autres utilisations, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait justement permettre de faire des recherches d'antécédents judiciaires. Et de là, ben, les nouvelles le document n'était plus utile et fait pour les nouvelles utilisations. Puis votre projet, c'était justement de créer des outils en langage naturel, là, d'essayer de traduire ça, faire du sens, faire des résumés qui pourraient être compris par des non-initiés, comme tu Exact. disais. Initialement, c'était très, très simple. C'était simplement de prendre. C'est un système à base de règles. Donc, à chaque fois qu'on repère cette abréviation-là, ben on a programmé une règle qui dit ben, abréviation X donne phrase Y. Ah oui. Donc, c'est très simple. Puis là, tranquillement, ben, on a essayé de voir si des réseaux de neurones feraient des choses plus intéressantes. Ouais. Ça soulève des questions parce que on obtient des résultats qui sont plus nuancés, plus granulaires, qui permettent de faire quelque chose qui s'apparente plus à du langage naturel et moins à des phrases un peu collées. Donc, c'est un flot de mots plus naturel, mais ça vient aussi introduire certains risques d'inexactitude. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Un système des années 60 qui a fait ses preuves, qui est fiable, mais qui est excessivement difficile à maintenir, ou un système plus state of the art? Ouais, quel compromis on est prêt à... Mais c'est ça, qui peut venir décider que quelqu'un a un nouveau chef d'accusation qui ne lui avait jamais été reproché, qui a plaidé non coupable alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ces questions-là. Ouais, c'est vrai que c'est des erreurs importantes. Et Maxime, qui avait une question là-dessus? Oui, et tu disais que tu allais organiser un workshop d'IA et de droit, c'est ça? C'est dans Ouais. le cadre de ce projet? Oui, Comment exact. ça? En fait, c'est ça. Donc là, on reprend ce projet-là qu'on travaille depuis 2 à 3 ans, puis on le sort, puis on le discute avec des acteurs de la justice, puis des acteurs d'autres projets de recherche qui peuvent venir le complémenter. Essentiellement, il y aura 3 panels. Il va y avoir un premier panel qui cherche vraiment à bien cerner le problème, la nature du problème du manque d'intelligibilité du document. Parce que c'est important, je pense, en recherche en intelligence artificielle, d'avoir une vraie interdisciplinarité et que ce soit des gens sur le terrain qui connaissent le problème, qui le définissent, puis ensuite qui posent la question des informaticiens. Les informaticiens, ensuite, on a un deuxième panel qui va impliquer des informaticiens qui sont ceux qui ont développé le projet, des informaticiens, des juristes aussi qui vont peut-être s'intéresser aux questions de vie privée qui soulèvent d'exactitude. Puis un troisième panel, finalement, qui, lui, est plus avec des chercheurs de sciences sociales pour évaluer l'efficacité de la solution proposée. Donc, on aura défini le problème, on aura proposé une solution, mais est-ce qu'elle marche véritablement? C'est un problème qu'on constate souvent en intelligence artificielle. On crée des solutions qui finissent par ne jamais être adoptées parce qu'elles ne répondent pas si bien aux problèmes et compagnie. Ben oui. Donc là, on a une discussion avec des chercheurs en sciences sociales sur comment évaluer est-ce qu'on remplit véritablement nos objectifs avec ce projet-là. Donc, c'est un workshop qui devait se tenir en septembre, qui aura peut-être rediscussion quant à la date. Peut-être reporté. Est-ce que ça va être adressé à un public étudiant? Tout le monde pourra s'inscrire? Ou... Absolument, oui. Ça va être organisé en partenariat avec le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. OK. Puis, donc oui, ça va être ouvert à tous. Ben, on va assister à ça. Un autre. Est-ce qu'il y avait d'autres congrès? Qu'est-ce qui attire ton attention cet automne? Hein? Oui, ben je vais peut-être être un petit peu plus rapide. Un deuxième projet, un deuxième aussi colloque sur lequel je travaille à l'organisation pour les jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public qui, l'objectif de ce deuxième colloque-là est de créer la rencontre entre des gens, mais là, on parle simplement de juristes, mais de plusieurs horizons. Par exemple, on a des textes écrits par des juristes qu'on va présenter à des gens dans sciences sociales ou en d'autres domaines pour forcer la rencontre et voir un dialogue un peu entre 2 disciplines. Comment, par exemple, les gens en informatique perçoivent la régulation de la pornographie en ligne
versus des choses comme ça. Hmm. Donc ça, c'est un deuxième événement que j'organise, mais ce sont les choses que je travaille le plus prochainement, mais ce ne sont pas les plus gros projets ou les choses qui risquent de m'animer pour le plus vif de la session. Le plus vif de la session, vraiment, comme je le disais plus tôt, va être consacré à travailler à m'inscrire dans la conversation entre la recherche et le débat public. Je constate qu'il y a un gap important en ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend autour d'une bière, la manière dont les gens traitent de technologie semble être un monde complètement différent de ce qu'on discute dans le milieu universitaire ou dans le milieu du droit. Tout ça, je trouve qu'il y a une grosse problématique. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu veux rapprocher ces deux milieux-là, mais c'est quoi les actions concrètes que tu as l'intention de... Qu'est-ce que tu as écrit à ton agenda, là? Concrètement, et je croise les doigts que ça va marcher, mais la manière dont je souhaite fonctionner, c'est d'écrire à échéance régulière, probablement une fois par semaine, des petits textes de vulgarisation de genre 800 mots sur des questions un petit peu qui surgissent dans la vie de tous les jours d'une manière un peu plus narrative, un peu plus storytelling. Donc, très journalistique. Je veux m'inscrire dans une approche très journalistique au day-to-day. Puis, avec la somme de ces petits articles-là, faire des articles un peu plus de fond, mais toujours dans un moins académique, quand même plutôt dans une forme de vulgarisation, mais des articles sectoriels. Par exemple, là, le premier sujet dont je vais traiter, c'est le rôle de l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice. Puis, les 4 petits sujets, ce serait la preuve, comment la génération d'images peut impliquer la preuve. Ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir fabriquer des fausses preuves avec l'intelligence artificielle? Ensuite, comment les outils de génération de langage naturel peuvent venir simplifier la vie des avocats dans le milieu de la pratique? Est-ce qu'on va effectivement voir, comme certains le prétendent, que les stagiaires vont être remplacés par des robots? Est-ce que c'est vrai? Donc, on teste des idées préconçues comme ça. Est-ce que c'est vrai que l'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à la justice? Donc, 4 petits textes de vulgarisation qui, à la somme, vont donner un grand texte de OK, quel est l'état des choses en ce moment? La vérité, ça ressemble à quoi le rôle de l'IA dans la justice? Puis à travers tout ça, pour alimenter un peu la réflexion, parce que c'est bien beau lire des livres, mais des fois, en parlant, on finit par aller plus loin en recherche, mais j'espère faire des podcasts aussi. Mais là, c'est tout en développement, mais ouais, j'espère faire des rencontres avec des gens sous format entrevue pour alimenter ces discussions-là et ces écrits-là. Yes. J'ai bien hâte d'entendre ça. Puis si tu veux pousser tes enregistrements via notre canal, ça serait peut-être envisageable. Là, parce que je suis convaincu que ça pourrait être, au pire, si nos auditeurs ne veulent pas les écouter ou s'ils préfèrent la formule classique, ils ne sont pas obligés d'écouter tous les épisodes. Mais si tu veux partager tes réflexions, vulgarisation, tu sais, ce lien-là, la technologie en général, l'intelligence artificielle, je suis convaincu qu'il y aurait des auditeurs très, très heureux, très preneurs pour ce genre de contenu, Ève. Content de te voir aussi active. C'est ça. Tu disais combien? Un texte par semaine, non? Oui, un 800 mots, ça s'écrit quand même rapidement. Puis je pense j'ai toute une réflexion là, que j'essaie de tester, mais je pense qu'on publie trop vite académiquement, mais qu'on publie peut-être pas assez de choses qui ont vocation à mourir rapidement. Je pense qu'écrire permet de penser, mais que lorsqu'on le fait dans le cadre de la recherche académique, c'est contraignant parce qu'on souhaite avoir quelque chose de trop parfait. Mais de simplement écrire, pour penser, puis lancer des choses dans l'univers. Des idées progressivement, puis à la fin, arriver avec peut-être un contenu plus dense déjà qui bénéficie de cette structuration-là en amont. Oui, puis qui aura bénéficié aussi d'influx de la réponse d'autrui. Là. Quand tu lances des choses dans l'univers en sachant qu'elles ne sont pas parfaites, mais tu peux te faire challenger. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vas vouloir écrire ces textes toute seule ou tu vas vouloir inviter des gens à écrire avec toi? S'il y a des gens qui veulent écrire avec moi, je suis toujours heureuse d'avoir des collaborations. Donc, Ève Gaumont, elle est sur les réseaux sociaux. Je la vois sur Twitter, sur LinkedIn. Donc, ça vous tente de collaborer avec elle, l'encourager dans son projet. Voilà, Ève Gaumont sera là. Passons à Sylvain. Donc, Sylvain, on parlait de nos projets, nos ambitions, nos passions cet automne, cet hiver. Commençons par cet automne. Toi, Sylvain, c'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce qui est à ton agenda?
En fait, globalement, ce qui est à l'agenda, c'est d'amener la locomotive à bon port, pourrait-on dire, parce que c'est la dernière session là, de mon postdoc, qui a duré 2 ans, celui-là. Mais donc, c'est vraiment, je vais consacrer ça essentiellement à la rédaction là, d'articles académiques, là. J'en vise 2 pour Mener à l'essentiel. bon Et port, puis, pour toi, c'est deux articles oui, scientifiques. parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait le travail de terrain, disons, là, les entrevues, analyser tout ça. J'ai fait 2 publications aussi, mais il y en a une que c'est pas accepté encore, mais bon, fait que j'étais dans le mode de la réflexion pas mal. Maintenant, c'est de synthétiser ça vraiment et puis d'arriver à faire quelque chose, là. Pour moi, c'est 2 articles. Si c'est un, ce sera un. On va commencer par un, on verra comment ça va aller. Peut-être que ça sera 5 aussi, parce que j'ai tendance souvent à avoir assez de matière pour en écrire ce que je pense qu'il va durer 20 pages, en aurait 60. Mais peut-être, bon, c'est ce que j'ai dans les plans essentiellement. Puis aussi, qui devrait se terminer avec un événement là, avec l'Observatoire sur les impacts sociétaux Ah de oui? l'IA et du numérique, là, peut-être en décembre, on verra. Là, la date reste encore à décider pour faire une conférence là, où je présenterai vraiment les résultats de la recherche en bonne et due forme, comme on dit, avec les formes. Et puis voilà, lorsque j'en saurai plus, je pourrai aviser, puis on pourrait inviter les gens qui regardent qui écoutent le podcast à assister à ça Comme aussi, je veux voir ça, je veux entendre ça, c'est sûr. Ce Donc, sera le premier moment, projet, là, c'est ça, peut-être. mener ça à bon port. Exactement. Après ça, cet automne, y a-tu du temps pour rentrer d'autres projets, d'autres choses? Je penserais pas. Je penserais pas. Je penserais pas. Puis moi, j'ai vraiment. Ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'était vraiment la question du prestige, hein, la reconnaissance sociale, le prestige, le pouvoir qu'on peut acquérir à travers le traitement là, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser à ça? Pourquoi ils choisissent ce domaine-là, dans le cas de l'entrepreneuriat? Pourquoi ils sont devenus entrepreneurs? Pourquoi ils ont choisi l'IA en particulier? Et puis, c'est d'essayer de voir comment ça peut nous éclairer sur les rapports sociaux, les rapports de pouvoir, les inégalités aussi. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport au futur comme tel là-dedans. Je pense que c'est ça là, qui distingue, si on veut, les entrepreneurs ou même, on pourrait dire, les élites, là, les élites sociales, c'est le rapport particulier qu'ils entretiennent envers le futur. Il y a une citation que j'adore de William Gibson, là, qui est le père du cyberpunk. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a forgé le terme là, cyberespace aussi en même temps qu'on utilise beaucoup. Et il y a une citation, il a dit, le futur est déjà là, il n'est simplement pas distribué de manière égale. Équitable, Donc, ça, c'est vraiment cette citation-là qui peut résumer un peu mon projet comme tel, ce que je veux arriver à faire. Ah oui. Une cartographie de l'imaginaire et après ça, de présenter ça sous des concepts de sociologie, essayer de voir les stratégies de pouvoir, de domination sociale à travers la maîtrise et le maniement d'un l'imaginaire. Rappelons que ton projet, c'était justement ça, là, des entrevues concrètes avec des entrepreneurs qui pensent, qui ont une conception de c'est quoi l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, puis c'est quoi leur vision du monde leur vision par du rapport à futur. ça? Est-ce que tu as Leur vision déjà du monde. quelques previews là, de quelques avancées que tu pourrais nous confier? C'est quoi disons, quelques traits de caractère de ces entrepreneurs-là? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils imaginent le futur? Là, je ne veux pas que tu me fasses le résumé de 5 articles. Là. Je comprends. C'est quoi les pistes que tu as en tête? C'est quoi les faits saillants? Moi, en fait, là-dedans, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir. Moi, j'aime bien le concept d'aristocratie. Hein. Parlant de ça, c'est de voir un peu comment l'aristocratie se transforme à travers le temps. Puis il y a un auteur que j'aime bien, j'invite les auditeurs à lire ça, mais c'est Norbert Elias, là, sur le processus de civilisation. Il montre là-dedans qu'en fait, les changements sociaux, d'abord, ils frappent les classes supérieures dans les sociétés. Donc, ils vont être réceptionnés par ces classes-là. Ils vont adopter les changements. Puis après ça, ça va se diffuser dans l'ensemble du corps social. Puis ça amène ce qu'on appelle les changements sociaux. Mm-hmm. Ce qui était marquant, lui, c'est qu'il montrait, c'est que l'aristocratie, à partir de la fin du Moyen Âge jusqu'à à la Renaissance, c'est qu'on passait d'une aristocratie qui était centrée sur l'épée, donc avec les valeurs guerrières, chevaleresques, l'honneur, etc., à une aristocratie de courtisans.
Donc, autrement dit, le chevalier en armes et en armure se transformait en une espèce de poupée là, avec du maquillage, des perruques. Et puis là, la distinction ne s'obtenait plus par les prouesses militaires ou guerrières. On pouvait l'acquérir par des codes vestimentaires, par des manières, une manière de se tenir à table, manière de manger, manière de parler, donc par le langage lui-même. Et c'est comme ça que l'aristocratie se distinguait. Puis le Je lien pense avec que les entrepreneurs, le lien avec les entrepreneurs, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui ils dit. portent pas de perruque, là, mais Non, qu'est-ce qu'ils exactement, mais font c'est justement? justement, c'est aujourd'hui, ce qui distingue l'aristocratie, je pense, c'est la compétence technique. C'est ça c'est pas la maîtriser une épée, c'est la compétence technique. Et puis, je pense que ce qui distingue les entrepreneurs comme tels, c'est justement qu'ils sont orientés vers le futur. Ce qui les intéresse, c'est le futur et ils peuvent traduire cet imaginaire-là ou cette vision du monde-là en ce qui est un capital symbolique, ce qu'ils peuvent le traduire en capital économique. C'est-à-dire que pour réussir comme entrepreneur, ils doivent d'abord réussir à convaincre sur le plan symbolique. C'est ce qui est central parce que lorsqu'ils se présentent devant des investisseurs ou dans des concours de différentes startups, ben, c'est basé sur des pitchs, des discours très courts. Et ils doivent mobiliser des images, ça peut être des mythes, des images, une rhétorique particulière. Pour montrer déjà que tu maîtrises exactement, qui la doit technique de la interpeller. technique, l'intelligence artificielle. Exactement. C'est déjà là de te placer, montrer ta stature, ton sérieux, aller chercher Exactement. une certaine Puis ce que je veux partie. montrer, en fait, c'est que ce qu'on considère ou ce qu'on appelle l'imaginaire de l'IA, toutes les représentations qui circulent comme ça, c'est en fait, c'est un futur en fait qui n'est pas débattu. C'est-à-dire que ça ne passe pas à travers les parlements. Il n'y a pas de processus délibératif qui est par rapport à ça. Il n'y a pas très peu de consultation sociale. Donc, c'est vraiment un futur particulier qui est lié à des groupes particuliers aussi et des intérêts aussi qui sont puissants. Donc, c'est un futur qui est un peu élitiste. Donc, c'est un peu ma ligne, disons, éditoriale, si on pourrait dire. Très intéressant. On va te lire, c'est sûr, puis on va aller t'entendre cette conférence-là. Je peux finir avec une citation de Marx, peut-être. C'est que les idées dominantes d'une société sont les idées de la classe dominante. Donc, c'est un peu ça là, qui va guider le travail là, que je vais essayer de faire. Très inspirant. Puis tu nous lances comme ça des phrases comme ça, apprises par cœur ou préparées pour nous. Là. Puis j'adore ça, Sylvain, quand tu fais ça. Maxime, parlons de Maxime. C'est notre nouveau. Il faut en prendre soin. Donc, Maxime, c'est quoi tes projets cet automne? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de mener à bon port? Est-ce qu'il y a Juste avant de partir sur Oui, mes projets, je voulais juste demander à Sylvain, est-ce que tu prévois de rester au Québec à la fin de ton postdoc ou tu aimerais faire une expérience ailleurs au Canada ou à l'international? Pour l'instant, disons que les options sont ouvertes. Là. Ça va dépendre des opportunités qui vont se présenter. Au plus offrant. Ben ouais, c'est beaucoup moins spécifique que ça. C'est parce qu'en fait, là, lorsque on finit un doctorat, là, il y a une période de 5 ans où vous pouvez faire des postdocs, mais après ça, c'est comme terminé. Il faut faire de la recherche, mais ce ne sont pas des projets de postdoc comme tel. Et puis souvent, il y a des critères d'admissibilité à des différents concours de bourse, de projets là, de financement, de projets postdoctoraux. C'est qu'on va avoir des critères d'admissibilité et souvent, ben, c'est une, 2 années, 2 ou 3 années suivant le doc. Après ça, vous n'êtes plus éligible. Ça dépend. Parfois, c'est 4, parfois, c'est 5. C'est ça qu'on pose la question quand est-ce que vous avez terminé donc, votre... Puis, ce qui fait en sorte que plus vous arrivez vers vous avancez, ben, plus ça devient un entonnoir. Donc, il y a moins d'opportunités. Et là, en ce moment, j'ai aucune piste, je n'ai aucun projet. Donc, je vais voir. Éventuellement, peut-être qu'une opportunité va tomber, puis j'essaierai, on verra bien. Là. Pour l'instant, je suis dans comment je pourrais dire ça, ça va comme ça vient. Là. J'ai aucune attente, puis on verra bien là, ce qui va arriver. En janvier, pour l'instant, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Je suis dans un espèce de gros trou noir, puis c'est comme ça, c'est l'inconnu. L'inconnu, ce ne sera pas un trou noir, ça sera plein de lumière, évidemment, avec toi, Sylvain. Maxime, qu'est-ce qui t'attend cet automne? C'est quoi tes projets? Un projet qui me motive et sur lequel j'ai travaillé durant ma première année de doctorat, c'est ma candidature à la bourse du Front québécois de nature et technologie. C'est une bourse académique qui est importante dans
le parcours au doctorat au Québec, en tout cas. Donc, j'ai préparé mes documents, des documents sur mon parcours personnel, scientifique, etc. C'est le fun. C'est La- lourd, ces processus-là, mais ça te permet de c'est, structurer aussi ce que Oui, tu oui, es. exactement. Je suis d'accord avec toi. En fait, pour la candidature à cette bourse, je dois préparer un document de 2 pages dans lequel je vais argumenter et motiver les 3 chapitres de ma thèse. Puis, c'est très bénéfique cet exercice de le faire en 2 pages parce que, comme je l'ai dit au début, je vais préparer ma proposition de recherche, qui est un examen de l'université. Puis là, c'est un document de 20-30 pages. Du coup, c'est bien de commencer la session avec un plan de 2 pages que je vais ensuite développer dans un document plus long Oui, c'est vrai. jusqu'en décembre. Donc ça, c'est les deux charnières que j'ai dans mon programme. Puis ensuite, il y a des événements qui m'intéressent particulièrement. Comme quoi? Euh, Par exemple, le 17 septembre à Montréal, il y a le symposium sur l'intelligence artificielle de Montréal qui est organisé par l'Université de Montréal, McGill. Ben oui. Le thème cette année, ça va être l'intelligence artificielle responsable. Donc, ça va être surtout des discussions techniques, scientifiques. Il va y avoir des tables rondes avec, par exemple, Nicolas Leroux, qui est un chercheur à Microsoft, et des professeurs aussi de Montréal autour de la robustesse et de l'éthique en intelligence artificielle. Du coup, je vous invite à venir Ben si oui. jamais le trajet vous intéresse. C'est possible d'y Et assister à distance à ce oui, je symposium? pense que ce sera possible d'y assister à distance. Puis moi, je vais présenter un poster avec des résultats préliminaires de ma recherche aussi. Donc, ça va être un super événement. Ça aussi, Oui. c'est intéressant, le poster, de résumer ce qu'on pense sur un seul poster. Là, tous ceux qui ont fait cet exercice-là, là, résumer ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu as envie de publier sur Mhm. un poster, c'est super trippant. Sylvain, tu avais une question? Oui, en fait, ben, je l'ai en tête depuis le début, là, mais puisque je pense que là, c'est le moment de la poser. Vas-y. On sait, les questions, parfois, faut choisir le bon momentum. Mais j'avais envie de demander à Maxime, en fait, ce serait quoi ta définition à toi de l'intelligence artificielle? Comment toi, tu définirais OK. ça en La non définition élaboré, si je technique. peux Alors, dire, en non rapport de synthèse pour la thèse de doc, là? très bien. Ben, écoute, déjà, moi, je suis assez en désaccord avec cette expression d'intelligence artificielle parce que je pense que les algorithmes d'intelligence artificielle, comme on l'appelle dans la sphère des discussions de la presse, etc., au final, c'est tout sauf intelligent au sens de l'intelligence humaine, etc. Je pense que ce sont des méthodes, des algorithmes qui sont très efficaces à réaliser des tâches très spécifiques mais qui sont pas capables de généraliser à plusieurs tâches, etc. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ben en fait, je vais juste rebondir un peu là-dessus, mais il Ouais. y a un sondage qui est sorti cet été. Je pense que Jean-François avait réagi aussi sur LinkedIn là-dessus. Là. C'est un sondage qui a été mené auprès de 4000 chercheurs en IA là, dans le courant Mhm. d'été. On leur a posé toutes sortes de questions là, sur l'avènement d'une super intelligence, qu'on peut appeler OK. c'est-à-dire une intelligence qui dépasserait l'intelligence humaine et puis La qui aurait une singularité. conscience, là, un peu, Mhm. si on peut dire. Puis sur les risques aussi. Puis moi, je me demandais, est-ce que tu crois qu'un jour, telle machine pourrait émerger? Et si oui, dans quel horizon temporel tu penses que ça pourrait se produire? Oui, c'est C'est-à-dire, vrai, c'est partir cette de 5 question-là qu'il ans? avait posée. Hein. Oui, exactement. Partir de 5 ans, partir de 60 ans, 100 ans? Maxime, on commence fort. Là. OK, Là, en ben, alors, informatique, tu as les deux mains dedans. Est-ce que tu as peur? Puis oui. quand ça se passe, la singularité? Let's go. Alors, ces questions de singularité, moi, c'est des questions que je me pose pas parce que, en fait, je suis pas un expert de ce domaine, puis je sais pas exactement factuellement où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, moi, dans mon domaine, bah, pour le moment, oui, on a des algorithmes qui sont très bons à réaliser des tâches spécifiques, mais enfin, c'est pas, ça va pas plus loin que ça. Et moi, je suis très satisfait par cet état-là de la technologie. Après, si ça va plus loin, bah, ce serait super intéressant. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, moi, dans mon domaine, c'est pas encore le cas. Peut-être qu'il y a d'autres industries dans lesquelles ça va plus, ça donne l'impression que c'est plus le cas, par exemple, dans le traitement du langage, dans le traitement des images. Mais moi, en tout cas, on n'en est pas là. Donc, un horizon temporel, malheureusement, je peux pas en donner. Mais C'est j'imagine plus qu'il y a prudent, encore on se trompe pas énormément, j'imagine qu'il y a énormément de travail à théorique faire. et Hein. de recherche à faire
avant avant le d'avoir déploiement. cette opportunité-là ou cette opportunité-là. Et Ce juste pour moment-là. les auditeurs, en fait, il y avait 60% des répondants qui ont répondu 30 ans. 30 ans. 30 ans. Donc, ils pensent que dans 30 ans, ça pourrait arriver. Et puis, il y en a 10% que c'est 2 ans. Donc, c'est assez hétéroclite, là. Mais bon, je Les finis faits sont là-dessus. commis. 30 Juste ans. pour compléter, je pense qu'il y a une opposition. Par exemple, beaucoup de monde parle de l'intelligence artificielle qui va arriver avec vraiment une intelligence qui peut généraliser à plusieurs tâches, etc. Et qui prendrait le dessus sur, sur vraiment les décisions humaines, etc. Moi, je me satisfais pas de cette définition et je suis plutôt content et convaincu par une vision de l'intelligence artificielle comme des systèmes qui viennent apporter un support, une aide à la décision, mais que les humains sont toujours maîtres de leurs décisions, qui viennent apporter une information peut-être complémentaire, différente, qui va venir enrichir le jugement. Euh, Moi, en tout cas, je me satisfais de cette vision-là pour l'intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant parce que les collègues, tes collègues à toi de ce sondage-là sont vraiment d'accord aussi. La question sur le risque existentiel, donc un risque d'extinction de la race humaine, on parle de 5% qui pensent que ça pourrait arriver à ça. Et puis une extinction causée par une perte de contrôle de l'intelligence artificielle, on parle de 10%. Donc la majorité des gens pensent que c'est vraiment c'est sécuritaire, en fait, que c'est Puis un rappelons outil. que c'est ce qu'ils pensent et non pas ce qui va se produire. Donc, il ne faut pas nécessairement voir un équivalent. Il y avait Ève qui Mais avait une question de relance, vas-y. ben, j'avais tout plein de questions en fait. Initialement, ma première question était simplement d'avoir un petit résumé de deux, trois phrases sur qu'est-ce que sera le poster, mais là, on est embarqué sur la discussion de la singularité. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre en quoi elle est pertinente, cette question-là. Pourquoi on continue de la poser? Pourquoi on continue à entretenir ce mythe-là, de la singularité, puis à se poser la question, puis à Je créer pense, ce hype autour de ça? Je comprends pas pourquoi je pense on qu'elle est perd du temps. intellectuellement, je pense qu'elle est stimulante, la question, mais elle n'est pas concrète, là. C'est-à-dire qu'on le fait souvent, la science-fiction, ça ne sert qu'à ça, là. Tu sais, poser des questions qui ne s'avèrent de danger potentiel, qui ne s'avèreront peut-être pas. Ouais, non, non, mais tu sais, j'ai aucun mal avec l'imaginaire prospectif et compagnie. Je trouve que c'est très, très fertile. Mais je pense que là, en posant cette question-là sans cesse, on nourrit le rêve de faire de la recherche envers un horizon, un objectif qui n'est pas nécessairement pertinent, utile, intéressant, à vouloir. Oui. Moi, je suis assez en désaccord, même si c'est pas une vision qui me transcende et que je partage beaucoup. Je pense que c'est quand même un questionnement qui est intéressant et qui est bénéfique parce que ça pousse à aller plus loin, ça pousse l'humanité, les communautés de chercheurs à avoir une ambition, un but qui peut-être est dangereux, on ne le sait pas encore, etc. Mais par exemple, quand l'humanité voulait aller sur la Lune, etc., c'était aussi des objectifs qui étaient pensée inatteignable et au final on y est arrivé. Donc je pense que c'est dans cette même logique que on pose ces questions-là. C'est-tu dans cette En- en- direction-là, Ève? Non, ben pas exactement, mais je trouve ça intéressant. Je trouve que la discussion qu'on a est intéressante, puis c'est pour ça que je lance la question qui était volontairement provocatrice, évidemment. Mais Je oui, mais pourrais, si c'est ça l'objectif, ben je pense pas que ce soit, tu sais, je crois pas que ce soit le bon objectif. Je crois qu'on devrait réfléchir à une visée puis à un rêve ultime qui soit peut-être plus intéressant. Plutôt que celui qui est le plus accadabrant, pourquoi on ne réfléchit pas à celui qui serait le plus fertile, pertinent, utile? La singularité est certainement l'objectif qui est le plus impressionnant, certes. Mhm. Mais est-ce que Mais c'est le est-ce que c'est plus ça qu'on. intéressant et C'est ça. pertinent, utile, bienveillant? Sylvain, tu allais ajouter quelque chose? Oui, ben en fait, moi, je répondrais à ça en utilisant Lacan un peu, là, mais je vais mal le citer, là, mais c'est-à-dire que si on considère que la singularité, c'est un peu une destinée manifeste, là, comme un horizon ultime, une destination finale de la trajectoire de l'informatique. Mais pourquoi? Ben, si on reste dans l'imaginaire, c'est comme ça depuis les débuts de l'informatique. Euh, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que Lacan dit, c'est qu'il dit que l'idée du désir, donc entretenir l'idée du désir, du fantasme, c'est toujours supérieur à un désir satisfait. Donc, des objectifs plus, disons, réalistes ou plus à court terme, ça n'a pas la même répercussion, disons, psychologique qu'un désir qui est même inatteignable, parce que l'idée du désir entretient le fantasme. Donc, moi, ce serait un peu ma façon de répondre à ça. C'est qu'on a besoin de grands mythes comme ça
pour nous motiver un peu. Mais je demande pas quelque chose de plus réaliste. Ma problématique, c'est pas que c'est irréaliste. Je suis amplement d'accord avec l'idée de se fixer des objectifs inatteignables pour les atteindre, ou du moins pour avancer plus. Ma question, c'est est-ce qu'on peut pas être plus imaginatif que ça? Est-ce qu'on peut pas imaginer des choses impossibles plus intéressantes qu'un ordinateur qui reproduit l'humain? Ben, je dirais que ça reprend un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit ces grands mythes-là, justement, c'est particulier, c'est une certaine élite, c'est des grands penseurs qui vont penser à ça. Justement, c'est pas représentatif des désirs ou des rêves de toute l'humanité entière. Donc, je pense que oui, sur ce sens-là, il manque d'inclusion dans cet imaginaire-là. Pourquoi on n'en a pas plus? C'est peut-être parce que justement, c'est un peu trop concentré dans les grandes entreprises, dans le secteur de l'informatique ou de l'intelligence artificielle comme telle, et que c'est pas assez, disons, partagé ou discuté avec une plus large base sociale comme telle. Ben, passionnant tout ça, mais on parlait de Maxime et ses projets. Mais on garde ça, parce que la singularité, je vous arrête, puis c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce qu'on va en reparler, parce que tout le monde veut en reparler. Puis, je pense que tu as raison. Pourquoi on prend pas le temps? Ben, tiens, on se fera un épisode juste là-dessus, prendre le temps de peut-être juste approfondir cette seule question-là. Une seule question, la singularité de la question. Tiens, ça sera peut-être le titre de l'épisode. Maxime, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prévois faire cet automne? Je pense que c'est les grandes. J'ai déjà présenté ce que je prévois de faire. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est en décembre, il va y avoir les publications de la conférence, l'édition 2022 de NeurIPS. C'est la plus grande conférence d'avancées théoriques en informatique et en apprentissage automatique. Donc, c'est toujours très bénéfique de lire les dernières avancées pour ensuite améliorer son travail en conséquence. Oui, conférence NeurIPS. Oui, puis cette année, elle va être à la fois en personne à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, puis il va y avoir des événements virtuels. Donc, je pense que ça permet de démocratiser tout ça. Je voyais aussi dans tes notes préparatoires que tu t'amusais un peu avec DALL-E puis ce genre d'outils-là. Est-ce que c'est combien d'heures par semaine tu passes là-dessus? Vraiment pas beaucoup. Mais c'est vrai que en fait, tout a commencé quand j'ai reçu mon acceptation à DALL-E après avoir attendu 1 mois et demi sur la liste d'attente. Moi aussi, je l'ai reçu pendant l'été, je l'ai testé. J'étais vraiment content quand j'ai reçu. C'est une drogue. Moi, je soumettais toutes sortes de phrases. Ouais, moi aussi, j'ai dépensé tous mes crédits en moins d'une semaine. C'est pour ça, en fait, j'avais soumis On a un nombre de crédits? Oui, il y a un nombre de crédits limité par mois. Il faut que je fasse attention. Okay. Ah tu peux soumettre une candidature avec une deuxième adresse email, comme ça tu auras 2 fois plus de crédits. Mais oui, j'ai reçu mes accès à DALL-E, puis j'ai un ami qui m'a recommandé d'utiliser un autre logiciel qui s'appelle Midjourney, Midjourney. AI. Midjourney, comme une aventure, le Journey, c'est ça? Oui. Et celui-là, il n'y a pas de liste d'attente, puis c'est un site internet directement accessible. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de comparer la personnalité, quand on parlait de singularité, la personnalité des deux algorithmes. Oui, ils font la même chose, mais ils ne le font pas du tout de la même façon. En tout cas, le résultat n'est pas le même du tout. Oui, le résultat n'est pas le même du tout. Par exemple, quand on utilise DALL-E, moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que les images sont beaucoup plus réalistes et je dirais que la personnalité de DALL-E est encyclopédique dans le sens où il a été entraîné sur des images de lieux spécifiques, de livres spécifiques, d'œuvres d'art spécifiques, d'artistes, de peintres. Par exemple, j'ai créé une image sur l'explosion du port de Beyrouth façon Salvador Dali. Puis là, il aime ça. Là. Impressionnant. Oui. Par contre, Midjourney, quand on lui demande des choses spécifiques comme ça, il y arrive moins. C'est beaucoup plus approximatif. C'est pour ça que je dirais sa personnalité est plus poétique ou artistique. Je pense que mon intuition, c'est qu'il a été entraîné sur des bases de données d'images qui viennent de jeux vidéo, d'animés, de comics, parce que les images qui sortent sont beaucoup plus surréalistes et on a l'impression que ça sort d'un monde de science-fiction. Peut-être, hein? C'est vrai que les jeux vidéo génèrent beaucoup d'images. C'est intéressant comme lieu. Moi, je l'ai testé de mon bord, DALL-E avec... C'est ça, moi, je voulais générer pour le podcast, là, je voulais générer des photos, des images. Fait que là, je me suis exercé avec des phrases comme un homme, un robot prennent un café. Puis là, avec un qualificatif, là, j'ai essayé
un poster, une affiche d'un film de Stanley Kubrick où un robot prend un café avec un humain. Elle était très belle cette affiche, je l'ai vue sur ton Super, LinkedIn, elle super était vraiment belle. C'est bien. vraiment le fun. Puis j'ai testé aussi un outil. Je partagerai peut-être là, les photos. Là, j'en ai sorti plusieurs. Puis un autre outil que j'ai utilisé, c'est OnCrop. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. L'outil, tu pars d'une image existante, puis après ça, tu élargis le cadre, puis tu Mhm. demandes à l'outil en question d'induire ou de déduire c'est quoi qui pourrait encadrer ce cadre-là. Si on prend la Joconde, par exemple, qui est très classique et connue, qu'est-ce qu'il y a autour? La jeune fille à la perle, c'est les images qu'on voit. J'ai essayé ça avec une image que j'avais. Puis c'est impressionnant. Donc, tu lui donnes quelques indications, puis tu pars de ton image existante, puis tu dis qu'est-ce qu'il y a autour, puis il crée ce qu'il y a autour. C'est passionnant de voir ce qui se passe. Et j'étais aussi assez inquiet à l'utilisation de ces logiciels, enfin, de ces sites internet de potentielle déviance. Par exemple, j'ai posé des questions comme la plus grande menace de l'humanité, puis ça m'a beaucoup renvoyé des créations avec des bombes, en Ben oui. référence aux bombes atomiques. Puis il y a des mots-clés qui sont interdits. Donc je pense que, Ah, par exemple, des mots-clés de sexe, de drogue, t'as essayé ces mots-là. oui, 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 j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Puis, en fait, leur premier banc de sécurité, je dirais, pour éviter les dérives à ce niveau-là, parce que ça pourrait faire scandale énorme s'il y avait des problèmes. Donc, ils ont banni tout un ensemble de mots-clés. Et je pense que c'est une première stratégie simple, mais très efficace pour éviter les problèmes. Vraiment, donc oui, je pense qu'il faut être prudent aussi avec ces outils-là, surtout parce que ça, si tu donnes un outil comme ça, il y a sûrement quelques trolls qui s'ignorent là, à quelque part, qui vont essayer de mettre fin ou de faire dévier de ses intentions ces outils-là. Là. Donc, je pense que c'est plus prudent de le faire comme ça. Donc, on a parlé de vos projets. Moi, ce qui m'enthousiasme cet automne, moi, c'est mes projets de podcast. Donc, donc, j'aime bien ça. Ben, je fais d'autres choses. Je vais à des conférences, puis j'en donne, mais ça, c'est mon pain, mon beurre depuis plusieurs années. Mais les podcasts, je trouve ça stimulant. J'ai un podcast d'accompagnement de mon cours. J'ai un podcast sur la conduite responsable de la recherche. Ça s'appelle la science dont vous êtes le héros. Puis j'ai un podcast IA Café, hein, mon chouchou. Puis, justement, parce que ça me permet de garder des liens intenses, de développer des liens intenses avec des personnes comme vous, mais aussi avec des invités. Je vous ai promis mon programme. Le programme, je vais recevoir Martin Gilbert, donc éthicien. On va parler de l'éthique des algorithmes et de robotique. Valentine Godard, ça s'en vient aussi. On va parler d'artistes, d'art, de droit, donc les enjeux artistiques et juridiques en AI. Céline Castet-Renard, les enjeux juridiques de l'IA, donc les outils de contrôle, le cadre normatif, comparer aussi, le voir là, comment ça se distingue États-Unis, Europe, Canada, comment ça se distingue les différents cadres normatifs. Vincent Clément, donc lui, il va nous parler de la science-fiction, l'intelligence artificielle. Donc, Sylvain, ça s'en vient, là. Lâche pas. Dans quelques mois, Vincent, on a déjà prévu le rendez-vous. Ça s'en vient. Donc, science-fiction, intelligence artificielle. Nadia Nafi aussi, une collègue à moi qui parle de deepfake. Donc, le deepfake, l'éducation à l'hypertrucage. Donc, pour nous, ce sera intéressant aussi. Je pense que l'intox puis tout ça, là, ce sera le moment peut-être dans nos débriefings d'aborder peut-être ces thèmes-là. Et bien d'autres, on vous réserve plein de surprises. On a même prévu, c'était l'idée de Maxime, un spécial Halloween qui nous dit ça serait le fun de raconter les histoires d'horreur de l'IA. Donc, ça reste souple comme interprétation, là, mais on va vous raconter quelques histoires d'horreur en intelligence artificielle. En tout cas, des histoires d'horreur en recherche, j'en connais plusieurs. C'est juste, c'est juste de tisser des liens avec l'intelligence artificielle. Puis, il y a d'autres épisodes. On aura évidemment nos classiques, là, donc nos prix IARC et Lovelace, qui sont nos classiques. J'aime bien faire ça. Spécial de Noël, spécial de Jour de l'An. C'est ce qui s'en vient. Puis, rappelez-vous aussi que nous faisons ça de façon bénévole. Donc, par passion. D'ailleurs, si vous connaissez des investisseurs, des invités, oui, faites-nous signe, mais des investisseurs aussi qui aimeraient
commanditer notre projet, faites-nous signe. Je sais que l'Obvia ici là, souhaite réinvestir dans notre projet, là, mais pas encore confirmé pour cet automne. Alors que si votre institution, votre organisation fait de l'AI et aura envie de promouvoir peut-être ces événements, ces acteurs, collaborer au podcast, voilà, trouvez-nous. On est sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur, pour vous, je dirais LinkedIn, Twitter, c'est peut-être les deux liens les plus simples là, pour vous adresser à moi de façon professionnelle. Mon parcours professionnel se retrouve là. Donc voilà, écoutez, la saison 3, elle est lancée. Hein? Quelle aventure nous attend maintenant. Donc merci à Ève d'abord pour ta participation aujourd'hui. Merci à toi de toujours être là pour organiser le tout et mener ces entrevues-là de manière toujours fort agréable. Ça fait plaisir. Merci à Sylvain encore aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et bienvenue et merci encore à Maxime. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices. Merci d'avoir la curiosité pour vous plonger dans nos contenus qui dépassent la simple vulgarisation. C'est ce qu'avait dit Ève. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de podcasts de vulgarisation en AI, mais qui prennent le temps d'approfondir, d'aller un peu plus loin, faire discuter des chercheurs, créer ce véritable lieu interdisciplinaire. Il y en a très peu. Et ça donne le public le plus intelligent de tout le App Store. C'est vous, ça, c'est sûr. Puis je le dis sans aucune forme d'ironie. Là, ça prend un certain niveau de culture et d'intelligence, très certainement, pour nous suivre dans nos conversations. Merci d'être là, puis de le faire avec nous, cette aventure. Donc, profitez du reste de l'été. Hein, les terrasses, le plein air, c'est votre moment. Puis on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.